En 1960, la Côte d'Ivoire comptait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 3 500 000 hectares. C'est une situation dramatique, grave. Et si ça se trouve, peut-être que dans quelques années, on n'aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Fort heureusement, il y a une initiative, celle de pouvoir planter 50 millions d'arbres, une initiative du ministère des Eaux et Forêts. Est-ce une initiative tenable, suivie? Quelles sont les échéances? On va parler de cette question et de bien d'autres questions liées donc aux eaux et aux forêts, avec le ministre Alain Richard Donvaï qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, Cédric Lombardo, DG de Bee Development, qui nous revisite encore une fois dans la télé d'ici. Il est lui aussi versé dans les questions donc, environnementales. À retrouver la loupe de Pierre, l'INSEE qui fait son cinéma, le self-interview de Glisse qui interviewe ce soir l'artiste Ariel Chenet pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici. La Ben sera en attraction. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire. Ce soir, on va télévivre, en tout cas pour l'essentiel de cette émission, la situation de nos forêts en Côte d'Ivoire, mais aussi la situation de ces animaux en voie de disparition. On en parle ce soir avec le premier responsable de ces questions. C'est Alain Richard Donvaï qui nous fait la gentillesse de répondre à notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Mais ça me fait plaisir d'être là et puis merci de nous avoir invités. D'accord. 16 millions d'hectares, 1960, moins de 3 500 000. Vous êtes inquiet ou pas? Très inquiet, bien sûr. D'accord. Le gouvernement est inquiet, je suis inquiet. Mais nous avons pris la pleine mesure de la situation. C'est bien pour cela que nous avons une nouvelle politique des forêts. D'accord. Et qui va nous permettre, j'espère, en tout cas nous travaillons pour cela, pour que nous recouvrions, nous passions de 11% du couvert forestier à 20% du couvert forestier. Donc, à quelle échéance? 2030. 2030. Nous avons 3 milliards d'arbres à planter d'ici à 2030. D'ici à 2030. C'est tenable? Bien sûr. D'accord. Oui. On va parler de tout ceci. Merci d'être là, Monsieur le ministre. Cédric Lombardo, merci d'être là. Merci à vous. Encore une fois. On va parler de ce que vous savez, des eaux et des forêts. Du moins, les téléspectateurs attendent beaucoup de vous et de votre présence. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Pierre, ça va? Très bien, merci. Chemise à fleurs. Il faut faire un lien avec les eaux, les forêts. Verte. Veste verte. Moi, vert aussi. Ouais. Je suis restée dans le thème, je crois. La cravate du ministre et la jetée aussi, qui sont en couleur. Verte quand même. Ouais. Cédric Lombardo qui a plutôt choisi d'épouser l'océan. L'eau, voilà. L'eau. Bon, OK. C'est bon, on n'est pas en déconnexion. C'est parfait. On a aussi un autre invité surprise dans cette affaire. Généralement, les soirs, on a un invité totalement inattendu. C'est M. Niaouré qui s'est invité pratiquement. Il s'est imposé d'ailleurs à l'équipe de la télé d'ici. Donc, on va le recevoir. Voilà. Niaouré qui est notre invité. Ça va? Ça va bien, toi? Au début, je t'ai vu, il n'y a cru que c'est un Mauritanien. Ça va? Je suis très gêné. D'accord. Après, on va savoir. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Niaouré, ça va? Ah, je me porte bien. Vous êtes bêté, vous avez tous les symptômes d'un bêté. Tu regarde, est-ce que tu peux débader? Bêté d'où? Bon, normalement, j'ai une origine. Mon origine, c'est Gagnois. Mais mon photocopie, c'est Yopougo. Ah, OK. Voilà.
Alors, Niaouré qui va rester avec nous tout au long de cette émission. Il nous dira pourquoi il est là, parce que même nous, on ne sait pas pourquoi Niaouré est avec nous sur le plateau. Ah, d'accord. Avant de parler d'eau et forêt, on va peut-être se tourner vers Pierre. Oui. C'est malheureusement un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, ce qu'on appelle de plus en plus la négrophobie. Vous nous en dites un peu plus ? Oui, en tout cas, ces derniers jours sur la France, du côté de la France en particulier, plusieurs hommes noirs ont été agressés, insultés et même tués pour l'un d'entre eux à Saint-Étienne, Paris, Cergy. Retour sur les faits de ces derniers jours qui trouvent forcément un écho auprès de la communauté noire dans le monde. On apprenait le 26 mai dernier qu'un homme noir avait été poignardé à mort en pleine rue à Saint-Étienne. La victime qui gisait au sol à l'arrivée de la police a été prise en charge par les pompiers mais n'a pas survécu aux 4 coups de couteau reçus. Abdomen, haine, bras et au bas du dos. Plusieurs suspects ont depuis été appréhendés. Le 30 mai, agression raciste d'un livreur à Cergy et propos racistes à l'encontre d'une femme qui a filmé la scène. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux dans la nuit du dimanche à lundi et tourne en boucle depuis. On voit un homme qui aurait violemment été frappé qui aurait frappé un livreur, tenir des propos racistes choquants et d'une extrême violence. La scène s'est déroulée face à un restaurant où l'homme était venu collecter de la nourriture. La femme donc raconte ce qu'elle a entendu. On regarde cette vidéo, un extrait de ce qui s'est passé. Enlève la cagoule si tu es fier. Je suis algérien, descends, ramène ton Enlève ta cagoule si tu es fier. Regardez. Je travaille ici, j'habite ici. Ah, tu travailles là, tu habites là? Il y a un loyer ici, espèce de... T'habites ta mère. Il y a un loyer ici, moi, sale visage. Tiens, je vais... Toi et ton mari, d'accord? Voilà. Il a traité d'esclave. Il a fait saigner. Voilà son sang qui est par terre là. Et le 31 mai, aux Champs-Élysées à Paris, un conducteur renverse délibérément un homme qui se trouvait devant la boutique. Les faits ont commencé en début d'après-midi. L'automobiliste l'a percuté à 2 reprises l'arrière d'une Ferrari de location, stationnée à hauteur de la boutique. Des employés de la société sont sortis, dont la victime qui a tenté d'aller à la rencontre du conducteur. Et ni une ni deux, ce dernier le renverse une première fois, effectue une marche arrière avant d'être neutralisé par la police. Et donc en ce moment, une grande vague d'émotions, de manifestations. Et puis la grande question qu'on se pose, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de négrophobie avec ces actes-là qui se passent, en particulier concentrés sur des jours qui se suivent? D'accord. Merci Pierre. Peut-être un commentaire? C'est affreux ce qui se passe. C'est désolant. C'est des choses qui se répètent. Mais est-ce qu'on peut parler d'un phénomène national? Je ne sais pas. D'accord. Mais il faut sanctionner, c'est sûr. Absolument. Il faut sanctionner. Merci Pierre pour ce retour sur ce sujet, évidemment, qu'on va suivre de très près. On va revenir à la forêt, qui est finalement à l'origine de tout, on peut le dire, puisqu'on respire grâce à la forêt, en partie, grâce à l'océan, la mer aussi. Cédric, ne vous inquiétez pas. On a dit donc 16 millions d'hectares en 1960, moins de 3 500 000. Vous êtes très optimiste, mais déjà, comment on explique cette perte? Bien, cette perte de forêt est liée à plusieurs phénomènes. Vous savez, le plus important phénomène, c'est l'agriculture. Nous sommes premier producteur de cacao dans le monde. Pour ce faire, nous avons planté, beaucoup planté, et en même temps détruit la forêt pour planter. Nous avons des plantations qui sont extensives, donc qui ont besoin de beaucoup de place. Et malheureusement, nos agriculteurs n'ont pas compris qu'on pouvait planter le cacao en préservant la forêt. Donc l'agriculture est la première cause de cette déforestation. Mais il y a aussi l'orpaillage clandestin aujourd'hui qui détruit la forêt, mais il y a aussi l'utilisation du bois pour le charbon et également les activités illégales, la criminalité forestière, donc qui détruit également la forêt. Alors ces activités ont toujours pignon sur rue, ou du moins existent toujours. Comment on va enrayer tout ça et comment on se lance sur une bonne trajectoire cette fois? Et déjà, nous avons développé une nouvelle politique forestière qui a été approuvée par le gouvernement, qui est donc très précise sur les objectifs à atteindre d'ici à 2030. Et pour ce faire, pour la mettre en œuvre, nous avons développé également une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elle va demander beaucoup d'efforts, elle va demander beaucoup de budget. C'est une politique qui va coûter 616 milliards environ de francs CFA sur 10 ans. Donc il va falloir avoir les moyens de le faire. Mais aussi les hommes, les moyens humains, les moyens financiers.
Donc c'est tout cela que nous sommes en train de remanier au sein d'abord des eaux et forêts, mais aussi essayer de faire passer le message à la population que tout le monde doit être impliqué dans la reforestation. Il faut changer les mentalités et se rendre compte que nous avons besoin de la forêt, que c'est notre patrimoine et qu'il faut le préserver pour nous-mêmes et pour les générations Coûte que coûte. Alors, vous disiez justement, on parlait de politique, du document de politique nationale. Alors, en préambule, vous disiez la préservation et la réhabilitation des forêts n'a pas toujours été une priorité pour bien d'États. Est-ce aussi le cas pour la Côte d'Ivoire ? Apparemment, oui. Force est de constater que nous n'avons pas pris cela comme une priorité, puisque nous avons laissé la destruction de cette forêt se faire sur toutes ces années. D'accord. Il y a 3 axes pour reconquérir et accroître la couverture forestière nationale, dites-vous. Préservation de la biodiversité. Il faut un climat favorable. Bon, malheureusement, ça ne dépend pas forcément de nous, ce climat. Enfin, je ne sais pas, vous nous direz. Et le respect des engagements internationaux. Alors, les engagements internationaux qui ont été pris par le chef de l'État, c'est que nous devions donc passer de 11% à 20% de couverture forestière pour être considérés comme un pays forestier. En 2030. En 2030. Donc pour cela, cette politique va nous permettre d'y arriver en plantant. D'accord, mais il faut planter, mais en même temps, il faut préserver ce que nous avons. Préserver la biodiversité permet de préserver le climat, qui lui-même va permettre de préserver la forêt. Donc c'est un cycle qu'il va falloir reconquérir, recréer, pour que cette forêt-là joue son rôle. Le rôle de biodiversité, le rôle dans l'environnement, et aussi qui va permettre à l'agriculture de mieux se développer. C'est cela. Voilà. Justement, vous en parliez de l'agriculture qui est le premier facteur. Quel accompagnement aujourd'hui donc pour ces agriculteurs? Comment suivre? Comment informer? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, vous savez que très bientôt, le cacao produit dans les forêts classées, dans les aires protégées, le cacao qui détruit la forêt va être interdit de commercialisation. Donc nos agriculteurs ont tout intérêt à suivre, je dirais, la politique qui est mise en place par le gouvernement. Nous avons introduit l'agroforesterie aujourd'hui pour que le planteur comprenne qu'il n'a pas besoin de détruire la forêt pour planter. Donc l'agroforesterie va permettre à la forêt de cohabiter avec l'agriculture. Mais il faut aussi préserver les espaces qui doivent être préservés. Nous avons parlé de biodiversité, les espaces classés, les parcs, les réserves ne doivent pas être détruits par l'agriculture. Donc c'est tout ceci qui est en train d'être mis en œuvre, mais c'est un long processus. Le plus important, c'est l'information, c'est la sensibilisation et c'est la compréhension que nous avons tout intérêt à préserver la forêt. Les générations les plus jeunes sont, je dirais, plus au fait de la chose parce que... Vous pensez ? Je pense, oui. Les jeunes sont, je crois, plus sensibles à la chose écologique que nous. Je sais que quand on était plus jeune, au primaire, on plantait il y avait des sortes de jardinage qu'on faisait à l'arrière-cour des salles de classe. Je ne sais pas si ça se poursuit aujourd'hui. Ça se poursuit aujourd'hui. Nous avons des programmes avec les écoles. Nous allons très bientôt, avec le ministère de l'Éducation nationale, instaurer la plantation d'arbres pour chaque élève pour passer en classe supérieure. Donc ça va déjà montrer le bon exemple aux élèves. Coefficient combien ? Vous avez lancé aussi l'opération Un jour 50 millions d'arbres. J'imagine que dans les faits, en un jour, on ne peut pas planter 50 millions d'arbres. C'est possible, vous savez, c'est possible. Comment ça se dessine alors ? C'est possible. Nous avons commencé par un jour 1 million d'arbres. Oui. L'année suivante, nous avons fait un jour 5 millions d'arbres. Quand nous avons fait 1 million d'arbres, nous en avons planté 1,2 million. Quand on a fait l'opération un jour 5 millions, nous avons planté 6,2 millions. Cette année, nous disons 60 millions, du 50 millions d'arbres à planter. Mais c'est une opération qui se passe sur plusieurs mois, d'accord, qui commence dès maintenant avec les pluies et qui va se poursuivre jusqu'en octobre. Voilà. Et pour cela, nous avons déployé toute une logistique déjà pour identifier ce que nous avons en stock et puis aussi mettre en place toutes les politiques pour pouvoir avoir les 50 millions. Nous avons en stock aujourd'hui un peu plus de 10 millions d'arbres au total en stock. Donc il va falloir aller vite. D'accord. Et bien. Et même très vite. Niaouré qui est un peu inquiet quand même. J'ai entendu un truc là.
elle a dit un jour, on va faire 54 millions d'arbres. C'est ça. Attends, nous-mêmes, de la Côte d'Ivoire, on a combien? On a 25. Bon, je ne sais pas comment, c'est quand le politique va faire. Voilà. Ça dit, il faut que les gens n'ont qu'à accoucher 3 bébés par jour. Comme ça, d'ici, truc, ça peut faire les 50 millions d'arbres. Ça, si on peut faire ça, j'ai au courant. Voilà, comment on procède alors? Mais là, c'est un autre inquiétude, mais on n'a qu'à régler ça d'abord. Oui, ok. Alors, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Il suffit de le vouloir. Vous savez, si chaque jour, dans votre jardin, si vous en avez un, vous plantez un arbre, vous êtes capable d'y arriver. Quand on dit planter 50 millions d'arbres, c'est une zone qui est délimitée ou c'est juste planter chez soi à la maison? Planter chez soi à la maison, planter dans les rues, planter partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y a pas des zones plus concernées que d'autres? Non, il n'y a pas de zone plus concernée, c'est sur tout le territoire national. Quand nous avons fait déjà cette opération, les Ivoiriens connaissent l'opération. Mais aujourd'hui, cette année, nous demandons que nous fassions plus, beaucoup plus que ce que nous avons fait l'année dernière. D'accord. Donc c'est une opération qui est connue déjà des Ivoiriens, qui gagne à être encore plus connue. Et les entreprises y participent, les institutions y participent, les privés, les personnes privées y participent. Donc, nous avons bon espoir que nous pourrons y arriver. D'accord. Alors, Cédric Niaouré va patienter un peu. Cédric Lombardo, dans le combat pour la conquête de la couverture forestière, quel est le principal ennemi, d'après vous? Je dirais que c'est l'homme, malheureusement. Parce qu'on a un certain nombre de pratiques qui sont nécessaires. Donc, on a vu les pratiques agricoles. On a vu aussi les pratiques énergétiques, on a besoin de charbon de bois. Aujourd'hui, faire du charbon avec du bois de forêt, c'est un petit peu dommage. On peut faire ça avec d'autres éléments, avec des déchets agricoles. Vous avez un exemple comme Nawa Bioénergie, qui récupère des cabosses de cacao, qui les transforme en C'est la région du ministre? Tout à fait. Donc c'est un exemple qui est choisi à dessein, je présume. C'est ça, absolument. Et puis donc il y a beaucoup d'autres. Même nous, à Grand Bassam, dans notre jardin, on fait un peu de charbon avec nos déchets agricoles. On a une petite plantation. Donc la difficulté, c'est l'homme, mais la solution, c'est l'homme aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce que si la Côte d'Ivoire est partie dans une déforestation intensive pour faire l'agriculture, c'est parce que dans les années 70, on était en compétition avec le Ghana pour la production de cacao. Et si vous produisez du cacao en plein soleil, vous allez le stresser. Un cacao, c'est une plante qui vit sous l'ombre des grands arbres. Et il a besoin de cet ombrage pour être capable d'avoir une bonne santé. Si vous le stressez, que vous le mettez en plein soleil, automatiquement, il pense qu'il va mourir. Donc, il produit beaucoup de fleurs. Et en 76, on a dépassé le Ghana. On est devenu le premier producteur mondial de cacao devant le Ghana. Parce que cette stratégie de plantation, cacao plein soleil, a permis justement de booster les cacaoyers. Malheureusement, un cacaoyer stressé aura une durée de vie qui sera beaucoup moins longue. Donc il y a un revers de la médaille à ça. Donc aujourd'hui, on se rend compte que cette stratégie d'agriculture par la déforestation n'était pas forcément la bonne solution. Dans l'ancien temps, il y avait le cacao, on a rajouté maintenant le palmier à huile, l'EVA, etc. On a aussi besoin de terre pour faire de la nourriture commune, on a besoin de tomates, de gombo, de manioc, etc., etc. Et donc aujourd'hui, s'il y a une prise de conscience, et ce qui est le plus intéressant, c'était le mot-clé du ministre, qui est de dire agroforesterie. Il faut qu'on arrive à réconcilier l'agriculture avec la forêt. Et dans l'exemple du cacao, il y a des modèles justement où on remettra des arbres d'ombrage dans le cacao. La production sera moins fertile sur une courte période, mais l'arbre vivra beaucoup plus longtemps. En termes d'espérance de vie, on gagne quelque part. Exactement. Donc on cherche à rééquilibrer à peu près ces facteurs. Parfait. Niaouré, rapide. Oui, bon, tout à l'heure, j'ai cité les causes de déforestation. Moi, j'aimerais me dire, monsieur le ministre, bon, actuellement, moi, je pense que vous avez dit c'est l'homme, mais la faute, c'est les femmes. Pourquoi? Oui, c'est les femmes. Parce que les femmes, aujourd'hui, quand les hommes les marient, ils trouvent que l'homme ne dit pas au lit. Alors que les gens, vous avez remarqué que depuis un moment, tous les hommes, ils utilisent les racines. Les racines, ils enlèvent ça où? Dans les forêts. Non, monsieur le ministre, vous n'avez pas trouvé un politique pour demander pardon aux femmes. Il a qu'à être moins exigeant. Sinon, si en 2020-2021, on a dedans, jusqu'à 2026, les femmes sont de plus en plus exigeantes. Ouais. On va enlever les racines. On va enlever. Ça, c'est bien ce qu'on pourrait appeler des causes lointaines. Merci Niaouré, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. On va encore parler de forêt, on va parler d'espèces en voie de disparition et de bien d'autres sujets qui vous intéressent forcément. À tout de suite.
sur RNCI, on est ce soir en compagnie du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard d'Envahi, Cédric Lombardo, directeur général de Bee Development, également de Niaouré, qui lui donc nous vient de Gagnoa, mais réside donc à Yopougon. Yopougon étant, selon ses mots, donc la photocopie de son Gagnoa natal. On va se tourner vers Pierre, la loupe de Pierre, qui parle encore une fois d'agression. Oui. Ouais, bon. Oui, voilà, dans Pierre notre qui a décidé contexte, ce soir donc, de parler que d'agression. On ne sait pas ce qui s'est passé la veille dans sa vie. Je ne me suis pas fait agresser. Bon, ok. Tout va bien. Ça va aller. On va lancer le jingle. Et puis juste derrière, il nous raconte sa vie à Pierre. Facile. Alors, après les fausses attaques ayant suscité... Qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. Je ne me suis pas fait agresser, tout va bien. Ouais. Alors après la fausse vidéo ayant suscité des attaques contre la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire le 19 mai dernier, l'ambassade du Niger alerte sur une nouvelle vidéo qui circule depuis quelques jours. Elle met en scène d'horribles exécutions de personnes supposées être des migrants maliens, ivoiriens et guinéens, faussement attribués à des Nigériens. Encore une fois, ça se répète. L'ambassade du Niger tient à apporter un démenti formel sur les commentaires visant à attribuer cette vidéo à des personnes de nationalité nigérienne, tout en dénonçant les auteurs de fausses informations qui mettent en danger la sécurité des ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire et leurs biens. Alors la dernière fois, on avait déjà eu un mort. Donc si jamais il vous prenait l'envie de relayer ces fausses informations, sachez que l'article 173 du Code pénal ivoirien sanctionne la publication ou la reproduction de nouvelles fausses ou falsifiées de peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. Le mal des réseaux sociaux dont on a parlé et dont on ne cessera d'ailleurs de parler. À ce propos, il y a un nouveau cadre réglementaire qui a été Voilà, défini. l'activité des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire pourrait bientôt être soumise à une réglementation visant à contenir les conséquences nuisibles donc, des fake news. C'est ce qu'a indiqué Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Voilà, donc nouveau cadre réglementaire pour un peu encadrer tout ceci. Est-ce que quelque part, la tendance de l'intox ou de l'infox n'est pas peut-être liée aussi à l'absence ou la rareté d'informations officielles qui devraient émaner des autorités officielles? Parce que quand on ne communique pas, on fait le lit de... Oui, il faudrait qu'on communique plus, peut-être mieux, mais ce n'est pas toujours parce que les autorités ne communiquent pas qu'il y a de l'intox ou de l'infox. Je pense qu'il y va même de la nature des personnes qui font cela. Je pense qu'il y a un cadre réglementaire qui doit être mis en place parce qu'il faut réglementer les réseaux sociaux pour ne pas permettre à qui que ce soit, à n'importe qui, d'inventer n'importe quoi sur... il faut réprimer davantage ou pas? À mon avis, il faut réprimer davantage, à mon avis. La sanction est toujours nécessaire pour le respect de la loi. La sanction est nécessaire, je pense qu'il faut réprimer un peu plus tout en faisant la part des choses. Il ne faut pas restreindre les libertés, mais il faut que les libertés de chacun aussi sachent où s'arrêter. Ça va faire plaisir à Abdou Richard, qui nous regarde peut-être, ou peut-être pas. Revenons à nos affaires, des affaires qui nous concernent plus. On va parler cette fois des espèces en voie de disparition. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, cette phrase elle est de vous, vous dites « Les rares grands spécimens de faune restant dans le pays sont dépossédés de leurs habitats naturels et se retrouvent en conflit avec les populations. » L'exemple le plus emblématique, c'est le célèbre Ahmed l'éléphant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des sanctuaires. Il faut créer des sanctuaires pour les animaux. Nous avons l'intention de créer des sanctuaires pour les éléphants. On parle bien de sanctuaires et non de zoos. Non, de sanctuaires. Je ne parle pas de zoos. Voilà, les zoos ont une autre fonction. C'est cela. Les sanctuaires sont des grands espaces qui sont protégés et qui permettent à ces animaux de se mouvoir en toute liberté dans cet environnement et dans lequel ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, avec la pression démographique, urbaine, ces animaux-là, et puis avec la déforestation aussi, avec les changements climatiques, certains animaux se retrouvent dans des habitats ou bien dans des environnements qui ne sont plus propices à leur développement. Donc ils migrent vers des zones habitées pour aller chercher de la nourriture dans les plantations. C'est cela. Et les hommes qui, au début, les laissent arriver, les habituent à la présence de l'homme. Et très souvent, nous avons donc les conflits homme-faune que nous avons eu avec l'animal, l'éléphant Ahmed, et avec d'autres animaux également qui ont perturbé la quiétude des populations. D'accord. Donc, il faut des sanctuaires
il faut informer aussi les populations du comportement qu'il faut avoir quand il y a des animaux qui approchent les communautés. Il y a cela aussi. Et il faut recréer des espaces vraiment pour que ces animaux-là soient... Il faut des sanctuaires, c'est prévu? Oui, il est prévu. Dans quelle zone? Il est prévu de créer des sanctuaires. Là, le meilleur sanctuaire serait les zones protégées actuelles, c'est-à-dire la forêt de taille et la réserve, le parc de la Komoué, qui sont des zones. Mais nous sommes en train de regarder dans les forêts existantes, les forêts bien conservées, celles qui pourraient vraiment être considérées comme des sanctuaires. Mais il faut créer des couloirs aussi, parce que, vous savez, les éléphants, ils migrent. Ils ont besoin, un éléphant parcourt 200, 300 km. Donc il faut créer des couloirs pour que ces animaux-là puissent migrer sans déranger les populations. Comment on s'assure de l'inviolabilité de ces espaces? Parce que c'est aussi notre paire de manches. Ça, c'est notre paire de manches. Il y a des espaces, quand on veut, dans une réserve, qu'un animal reste dans une réserve, il faut la clôturer. Généralement avec des clôtures électriques. Et ça coûte très cher. Ça, c'est une manière de le faire. Mais quand vous avez des espaces très grands, dans lesquels les éléphants ou les autres animaux trouvent tout ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donc il faut faire un mix de tout ça. D'accord. Alors Cédric Lombardo, c'est vrai qu'on parle des animaux de façon générale, mais il y a quand même 208 espèces qui sont en voie de disparition sur les 1154 mammifères, on va dire, qu'on compte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a des stratégies. Alors, dans les phases de développement, par exemple, parce qu'on est condamné au développement, on a besoin d'énergie, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de mettre en place des projets, et on le voit bien dans le domaine des barrages. Vous avez un barrage en ce moment qui est en cours de construction sur le Bandama, IH Saint-Grobeau, et on se rend compte qu'il y a des stratégies certainement de construction de barrages, il va y avoir des inondations de zones, et ça va réduire les habitats naturels. Mais parallèlement à ça, il est aussi possible de créer maintenant des sanctuaires, des zones de conservation, et donc de prélever certains des animaux qui sont dans des zones qui vont être détruites pour cause de développement, de civilisation, et d'arriver à les transporter de l'autre côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur une liste d'espèces qui est en danger. Donc vous avez l'IUCN qui nous a mis toute une liste selon que les espèces sont vraiment en extrême danger ou si elles sont simplement menacées. Et chaque fois qu'il y a un projet de développement qui se met en place, il y a une étude qui doit être réalisée, qui permet d'identifier espèces animales ou espèces végétales, qu'est-ce qui est véritablement mis en danger. Et à l'instant où on détruit, automatiquement, on doit avoir une stratégie de sauvegarde, donc de compensation, et on met en place des espaces de conservation. D'accord. Quelles sont les espèces les plus menacées ? Aujourd'hui, le pangolin, l'éléphant, même on a certains singes qui sont en voie de disparition, on a certains oiseaux qui sont en train de disparaître, on a des poissons aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une telle diversité écologique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est fantastique. Vous partez de Tabou, vous passez par la forêt taille, vous allez jusqu'à la frontière du Ghana et du Burkina Faso, le parc de la Komoué avec des savanes. Je veux dire, ce sont des choses qui sont absolument merveilleuses. On a une diversité qui est extrêmement importante. Et parfois, on a des espèces animales et végétales qui ne vivent que sur de toutes petites surfaces. Et le plus embêtant, c'est que chaque animal a son rôle. Aujourd'hui, si vous perdez par exemple vos éléphants, il y a des arbres que vous ne pourrez plus jamais voir, parce que pour que la graine puisse pousser, il faut qu'elle soit mangée par l'éléphant, il faut que l'éléphant puisse la déféquer, entre guillemets. Et donc, si on perd un maillon de la chaîne animale ou végétale, on est en train de modifier complètement l'écosystème ivoirien. Et donc la fameuse biodiversité. Donc tout Exactement. est complètement relié. Je rappelle, Absolument. à titre d'information, qu'il y avait en 1960 1100 individus d'éléphants. Aujourd'hui, on est à moins de 500, à titre de rappel. Yaouré ? Moi, j'ai écouté tout. Mais est-ce qu'on a obligé de prendre un autre Djoura pour donner à l'éléphant? Ahmed. Ok. Bon, question est... Bon, quelles sont les nouvelles, Yaouré? Parce que vous êtes tombé là comme ça. Les nouvelles, c'est quoi les nouvelles? Il faut demander ça depuis. Voilà, sinon, si tu m'as vu ici, les nouvelles sont bonnes. Voilà, toutes les nouvelles sont bonnes. Mais les nouvelles qui sont bonnes, il a résumé dans un seul nouvelle. C'est quelle nouvelle? Le 17 juin. Qu'est-ce qu'il y a le 17 juin? Tu n'es pas au courant? Non. Mais le grand chef, il arrive. Allez, au Koudou, il arrive. Ah bon? Voilà, donc tous les bonnes nouvelles, il a réuni dans ça. Le 17. Mais vous lui avez quoi alors le 17? On lui accueille, bon, comme lui-même, comme depuis il est né, c'est une histoire il fait. Donc lui accueille on va lui réserver un accueil historique. D'accord. Voilà. Un accueil historique. Bon, accueil historique, c'est un peu vague quand même. Il y a quand même des projets précis, je pense. Oui, si, projet, il y en a beaucoup. Oui. Tu sais, depuis, on lui a pris, puis on déposait là-bas, là, depuis 2011, tous les gens qui ont mouru,
Voilà, on voulait faire les funérailles, on a bloqué. Là, quand on va faire, on va faire un funérailles groupé. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, on a tout ça. La liste est là. D'accord. On va faire ça, tout ça à Figayo. Figayo, à Yopougon. À Yopougon. Madame, monsieur le ministre, tu vois Figayo là. J'ai remarqué que bon, dès que j'arrive là-bas, on ne voit plus le terrain. Les femmes ils vendent tout. Par exemple, il faut voir les mains, il n'y a qu'à déguerpiller tout cela. Parce que ce sera un grand funérail. Il faut qu'on voit, même les routes, on va bloquer tout. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. D'accord, merci Ignoré. Donc, votre projet pour le 17 juin, c'est ça? Voilà, c'est les funérailles. Funérailles On va nationales. organiser les funérailles. Comme quoi, chacun a ses priorités. Vincent? On parle de préserver certaines espèces, on parle de sanctuaires, mais comment lutter contre le braconnage? Bien, ce qu'on a mis en place au niveau des eaux et forêts, c'est une brigade spéciale de surveillance et d'intervention qui est composée de 673 personnes, dont 650 qui sont des commandos qui ont été formés par les forces spéciales, avec spécialité nautique, faunique et forestière. Et donc, ils ont pour mission donc, de lutter contre la criminalité forestière, mais aussi contre la criminalité faunique. Mais nous avons l'intention de mettre en place une deuxième brigade qui sera, elle, dédiée entièrement à la faune. Forte de combien d'hommes? 650. D'accord. C'est carrément un bataillon. D'accord. C'est carrément un bataillon. Bon, les questions de défense, vous vous y connaissez, pour avoir été ministre de la Défense. Donc, on pense que votre réponse elle est totalement recevable. On va parler d'un autre sujet. Pas vraiment. On reste dans la région natale du ministre. On va à Méhagui, l'INSEE. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Méhagui? Il y a un éléphant qui s'est encore évadé? Non, un bâtiment de fortune transformé en 3 salles de classe s'est écroulé sur de nombreux écoliers. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Les faits se sont donc déroulés, c'était le 28 mai aux environs de 9h30. Un bâtiment donc construit en bois par des habitants servait de salle de classe. Il accueillait donc les niveaux CP1, CP2, CE1. Et alors que les écoliers étaient tranquillement en train de suivre les cours, eh bien malheureusement, la bâtisse de fortune s'est effondrée. Malheureusement, la bâtisse de fortune s'est effondrée. Heureusement, il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais il y a eu quand même plus de 10 blessés. Ils ont été conduits immédiatement à l'hôpital. Monsieur le ministre, 21e siècle, Méhagui, région plutôt riche, prospère. Commentaire? C'est une région très peuplée. La Nawa est une région très peuplée. Nous avons beaucoup de villages, beaucoup de campements aussi, à cause de l'agriculture. Et il y a beaucoup d'enfants. Vous connaissez la proportion de la jeunesse ivoirienne au niveau de la population. Et donc, ce sont des choses qui peuvent malheureusement arriver. Alors, nous sommes intervenus en tant que conseil régional. Il y a effectivement eu plusieurs blessés, 23 blessés, et 2 enseignants qui ont été blessés gravement. Mais vous avez des populations qui sont conduites à construire elles-mêmes des abris ou des classes. Dans l'école dont il s'agit ici, ça s'appelle c'est un campement qui s'appelle Petit Libreville. Oui. Il y a plusieurs autres bâtiments. Ce bâtiment qui s'est écoulé contenait 3 classes. D'autres classes sont construites en dur, en terre, en matériaux durables, je dirais. Et donc, ce que nous avons l'intention de faire, c'est reconstruire des classes pour que à la rentrée prochaine, ces élèves puissent continuer à aller en classe. Et nous allons accentuer la sensibilisation pour éviter qu'il y ait des constructions de ce genre qui soient faites. Parce que nous avons un déficit en classe, oui. Ce n'est pas que dans la Nawa, c'est au niveau national. Nous avons un déficit en classe et il va falloir y remédier. D'accord. Juste une petite interrogation. Donc, plus de salles de classe. Quelle solution a été mise en place temporairement pour qu'ils puissent continuer de suivre les cours? Il y aura des abris qui seront faits. En fait, ces abris qui ont été construits, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des tôles qui ont été faites avec une charpente en bois. Mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de poteau. Donc, ça a été vraiment très mal fait. Lorsqu'on n'a pas de classe, dans un premier temps, on peut faire un abri, d'accord, qui est solide, en dessous duquel les élèves peuvent suivre les cours. Il y a environ 160 élèves qui sont concernés par ces 3 classes. Dans un premier temps, ils feront une vacation avec les autres classes, mais nous allons très rapidement remédier à cela. Vous restez avec nous, monsieur le ministre. On n'a pas fini avec vous. On est encore ensemble pour une vingtaine de minutes. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière.
Toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision. On est toujours en compagnie d'Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts. Avec lui, on va évoquer tout à l'heure le PPREF. Il faut entendre par là la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Ce sera dans quelques instants. On est toujours aussi en compagnie de Cédric Lombardo, directeur général de Bee Development, mais également de Niaouré aussi, qui a pour seul projet, le 17 juin, d'organiser donc des funérailles grandioses pour accueillir Laurent Gbagbo. C'est ça? Bon, voilà. Il faut appuyer dessus, les funérailles. C'est important. Filérailles. D'accord, le Filérailles, 17 juin. Lindsay Oui. est avec nous également. Alors, on va parler avant de se tourner vers le ministre, on va parler cinéma. Tout à fait. Nous sommes jeudi, et jeudi, Lindsay, elle fait son cinéma. Au propre comme au... Je sais pas. Jingle. Aujourd'hui, je vous parle d'une très grande artiste à la voix irremplaçable. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Billie Holiday, considérée comme l'une des plus grandes icônes du jazz. Elle a sorti plus d'une dizaine d'albums. C'était dans les années 40, dans les années 50. C'est vrai qu'on connaît beaucoup sa musique, on connaît un petit peu moins son histoire personnelle. Et contrairement à beaucoup de biopics, Billie Holiday, une affaire d'État, se concentre sur une période bien précise de sa vie. Se concentre donc sur les années 40, une période durant laquelle Billie Holiday a été persécutée par le FBI à cause de sa chanson Strange Fruit, qui dénonce donc le lynchage des Noirs dans le sud des États-Unis, un morceau engagé dans une Amérique encore très raciste. Et Billie Holiday n'avait même plus le droit de la chanter alors que c'était son tube adoré. On regarde la bande-annonce. Mesdames et messieurs, mademoiselle Billie Holiday. Nous aussi, on vous aime. La NAACP dit que Billie Holiday est la voix de notre peuple. On devrait intégrer d'autres personnes dans le public. Ça changerait la donne d'avoir des noirs et des blancs assis ensemble. Laquelle de mes chansons préférez-vous? Strange Fruit. Ouais, elle parle de choses importantes, cette chanson. De choses qui se passent dans le pays. Cette Holiday met de mauvaises idées dans le crâne des gens. Elle encourage la colère et les revendications du peuple noir. Ses paroles sont provocatrices. Vous avez un plan? C'est une toxicomane. Exactement. Sortez-la de la scène. Il me laisse plus chanter nulle part. Plus de club, plus de pognon, plus rien. Tu es comme un marteau qui est revenu pour frapper plus fort. Elle a réussi à devenir quelqu'un et vous ne le supportez pas parce qu'elle est forte, belle et noire. Strange fruit hanging from the poplar trees. Vous pensez que je vais renoncer à chanter cette chanson? Vos petits-enfants chanteront Strange Fruit. Mais comme on peut le voir dans le film, la chanteuse a été arrêtée à plusieurs reprises par le FBI. Ils voulaient à tout prix faire taire Billie Holiday. Ils ont même utilisé quelques méthodes pas très réglo, voilà, en cachant de la drogue sur elle ou en infiltrant un agent à ses côtés. Elle a même été 2 fois en prison. L'actrice qui joue Billie Holiday s'appelle, comme on a pu le voir, Andrade. Elle a même eu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. Elle est juste époustouflante et au final, eh bien, Billie Holiday, c'est un film beaucoup plus politique, comme on peut le voir, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'un film artistique. Merci Lindsay pour cet update cinématographique. Alain Richard Donvailly, vous êtes plutôt jazz, soul, rumba? Toute la bonne musique. Toute la bonne musique, peu importe le genre. Peu importe le genre. Plutôt cinéma, théâtre? Cinéma. Zouglou, coupé-décalé? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bon, ça va pas faire plaisir du tout à Ariel Chenet qui est interviewé maintenant dans le self-interview de Glisse. On regarde et on poursuit juste après.
Hello Ariel, comment tu vas? Très bien, merci. Ouh, la nouvelle tête! Non, ça déchire. Ça déchire grave. Cette nouvelle tête, elle part de quoi? Nouveau départ, nouvelle stratégie, nouvelle manière de travailler. Tout nouveau, tout beau, comme on dit chez nous. C'est vrai? T'en avais un petit peu marre de comment c'était avant? Moi, ouais. J'en avais marre de beaucoup de choses, beaucoup de manières de faire, beaucoup de manières de fonctionner. Et aussi de mes cheveux. Ils étaient difficiles à entretenir. Mais alors, quand tu sors de chez le coiffeur, hein, c'est quoi tes premières critiques, les premières remarques? On te dit quoi? On me dit, waouh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es en deuil? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais c'était... Tu vas assumer, hein, ça, faut assumer. Par contre, on a gardé là-bas... Ouais, là-bas, toujours. Ça, c'est le signe distinctif, c'est la marque spéciale Ariel Chéné. Exactement. Never change. Never change. Alors, ETC, c'est ton nouveau single. Oui, ETC qui veut dire tu es garçon, qui signifie tu es garçon. Pas forcément pour les garçons, mais en fait, pour dire que tu es dû, quoi. Tu es courageux, tu es courageuse. Voilà, parce que je me suis dit de là où moi je viens, parce que moi je chante des choses que je vis, parce que je sais que les choses que je vis, il y en a qui vivent pareil. Donc je me dis que à un moment donné dans la vie d'un homme, il fait une pause, il se regarde dans le miroir, et puis se dit de là où il est quitté, de ce qu'il a traversé, et de là où il est aujourd'hui, il peut quand même dire que ouais, il est... Les garçons, voilà. Les garçons, parce que les épreuves, t'en as traversé beaucoup dernièrement. De ce qu'on a pu voir et aussi ce qu'on n'a pas pu voir, évidemment. Je sais que tu as rompu avec Sony, hein, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le moment, pour les détails, je vais pas donner... Plus de détails. Voilà, il faut juste savoir que ça a été une très belle aventure avec Sony. Vous avez pu voir... Amina, il y a eu un concert. Il y a eu un concert, il y a eu plein de choses. Je garde vraiment de bons souvenirs de cette maison. J'ai décidé de redevenir indépendant juste pour des convictions personnelles. Voilà. Dédicace spéciale à tous les gavas de la street. On est né pour réussir, changer de gova comme nos slips. Ils ont prié pour me voir un jour mendier du fric. Ça n'a rien changé, je suis toujours chaîné. Ariel Chéné dans le selfie interview de Glisse. Et là, il n'y a absolument aucune chance qu'un des concerts à l'avenir d'Ariel Chéné soit parrainé par le ministre des Eaux et Forêts. D'autant que le coupé décalé, le zougou ne font aucunement partie de ses préférences musicales. Je ne fais que traduire sa pensée. Ouais, non, pas du tout. Ça, je n'ai pas d'accord. Donc j'ai mal compris. Non, moi-même, je n'ai pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la question que vous avez posée. C'est vrai. Non, il est difficile pour lui de faire le choix entre le coupé décalé et le zougou. Voilà, il aime les dés. On ne lui demandera pas s'il sait danser, ça c'est une autre paire de manches. Bon. On vous a, il y a une petite question d'actualité peut-être. Il y a un petit mouvement d'humeur, je pense, au ministère des Eaux et Forêts. Oui, effectivement. Grève au ministère des Eaux et Forêts, une grève pour exiger la transformation de la règle interne en trésorerie. Depuis le 1er juin. Oui, de la régie interne. Oui, c'est ce qui s'est passé. Nos agents ont réclamé cela depuis quelques années. En 2019, nous avons demandé que cela soit fait, mais il y avait une préconisation de l'UMOA qui demandait que la mise en place de comptables au niveau des ministères. Donc ça ne s'est pas fait. Donc nous avons demandé à nouveau que cela puisse se faire. Et notre collègue des Finances donc, a donné des instructions pour que ce service le fasse. Donc c'est quelque chose qui s'arrange. Maintenant, nos agents ont le droit de faire une grève, si cela est fait en toute légalité, c'est ce que j'ai demandé. Ils ont été peut-être un peu impatients, sinon les choses étaient en train de s'arranger. Donc je pense que tout le monde s'est compris aujourd'hui et les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ne sont pas encore rentrées dans l'ordre, mais vont rentrer dans l'ordre. C'est le dernier jour de grève aujourd'hui. C'est cela. Bon. On verra demain. C'est bonne guerre, on verra demain. Il y a un petit truc en plus, Pierre. Vous allez dire que je fais une fixette sur Mariam Traoré. Ah, encore? Ah bah oui, bah encore.
Bon, allez, Pierre, c'est une obstination, là. Écoutez, avec les récents événements donc, au Parlement panafricain, où on l'a vu se bagarrer un peu, on a cette image qui montre Super Mariam Traoré au secours des femmes battues dans le monde. Donc, c'est... Voilà, c'est l'image. Au secours des femmes battues. Oui, alors, mais en fait, on ne l'avait pas commenté, c'est hier qu'on en a parlé. C'est ça. Tout à fait. On ne l'avait pas commenté hier, mais elle prenait la défense donc d'une femme qui s'est fait traiter de menteuse. Et c'est vrai que c'est un discours qui est... Voilà. C'est un peu deux poids, deux mesures, parce que, justement, on l'avait connue dans des propos très incendiaires à propos d'autres femmes. Et donc, c'est très évident que ce soit tourné en ridicule maintenant sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est quoi l'effigie? SM, c'est ça? Super Mariam. SMT ou... Parce que généralement... Oui, on va mettre SMT parce que SM... SM, ça fait quoi? Les ribans, même, ça a cassé les MT. Là. Laissons tomber. D'accord. Alors, il y a un update aussi sur le sujet de Gonto, de notre chère sage femme. Oui. Des choses ont évolué apparemment. Oui, alors on en parlait, elle a été suspendue d'activité donc, pour la case maternelle, pour non-respect de la déontologie de la profession. Elle a été convoquée mercredi 2 juin par l'Ordre des sages-femmes au service juridique et contentieux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au bout de quelques heures de discussion, il en ressort 4 points. Le premier, c'est que le ministère dit n'avoir fait qu'entériner ce que lui a transmis l'Ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Deuxième, l'ordre reconnaît qu'il y a méprise sur la personne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Michel Gonto, ça paraît assez bizarre. En français de Babi, il voulait donner le nom d'une autre personne, mais c'est celui de Michel Gonto qui est sorti. C'est ce qui se dit. Alors le troisième point, le ministère présente ses excuses à Michel Gonto et la félicite pour l'excellent travail qui est fait en conformité avec le droit public à l'information. Et le quatrième point, ils ont donc demandé ce qu'il était possible de faire pour la dédouaner. Elle a demandé 2 choses. Un courrier qui reconnaît la méprise et qui la soutient dans son activité. Un courrier qui devrait donc arriver, on suit ça de très près. Le droit d'exercer librement son activité de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Un accord du ministère pour le principe, demandant à la sage-femme de faire un courrier officiel d'information à l'attention de l'Ordre des sages-femmes. D'accord. Voilà, donc tout se finit bien. Tout se finit bien. Merci Pierre pour cet update. Alors Richard Envahi, alors qu'est-ce que c'est la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension de forêt? C'est un projet qui devrait voir le jour en 2020, l'an dernier. C'est une politique qui a été énoncée. Vous savez, pour faire bien les choses, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons pour notre forêt? Au terme de cette vision qui est énoncée par le président de la République, nous développons une politique. Et nous soumettons cette politique au gouvernement. Une fois que le gouvernement adopte cette politique, nous devons mettre en place une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Donc nous faisons adopter une stratégie de mise en œuvre de la politique et qui est assortie de son budget, parce qu'il faut savoir ce que ça coûte, avant de commencer quoi que ce soit. Et ensuite, nous avons un plan d'action qui permet à chacun de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, à quel moment et combien ça coûte de le faire. Et c'est en faisant tout cela qu'on donne des chances, on donne une chance, en tout cas, à une vision de se mettre en œuvre et de voir le jour. Donc c'est ce que donne cette politique nouvelle. Vous l'avez dit, c'est beaucoup d'argent. Oui, beaucoup. Plus de 600 milliards. Oui, plus de 600 Est-ce que la Côte d'Ivoire, elle seule sur peut... 10 ans. Hein. Sur 10 ans, oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens humains, matériels, pour faire face, enfin pour soutenir cette politique? Pas elle toute seule, c'est-à-dire pas le budget du gouvernement tout seul. Cette politique fait une large place au secteur privé. Vous voyez, au secteur privé, nous voulons faire en sorte que la forêt soit un investissement pour le secteur privé. Voilà, un investissement humain, oui, mais un investissement financier également. Parce que tant qu'il n'y a pas cela, vous ne pouvez pas demander au secteur privé ou à tout un chacun d'être généreux, hein, d'être des mécènes. Voilà, il faut que ça puisse rapporter quelque chose. Donc c'est un business. Voilà, et nous voulons faire en sorte que la forêt aujourd'hui et demain soit un investissement pour le bien-être de nos populations. Cédric Lombardo, vous avez l'avantage d'avoir un pied dans cette politique. Disons, vous avez un regard sur cette politique-là. Qu'est-ce qui manque objectivement? Ou est-ce que tout y est?
Est-ce que tout Pour reprendre vos mots, est-ce que c'est une œuvre d'art? En tout cas, c'est une approche très pragmatique. C'est une approche pragmatique qui observe vraiment les réalités du terrain, entre guillemets. Je pense qu'il faut quand même qu'on félicite. C'est important parfois de critiquer l'action du gouvernement, mais aussi important de féliciter lorsque les choses sont bien faites. En 2018, on a eu la nouvelle politique. En 2019, on a un nouveau code forestier, donc on a une loi qui nous permet d'agir. On a maintenant une stratégie qui a été exprimée. Donc la politique, c'est la vision. La stratégie, ce sont les engagements chiffrés, ce qu'on veut avoir comme objectif. Donc on a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a un code, on a aussi pas mal de décrets pas mal de textes applicatifs qui ont été mis en place. Et là, on a une rapidité qui fait vraiment plaisir à voir. En très peu d'années, on a eu ce qu'on aurait vraiment voulu, qu'on n'a pas pu avoir pendant de très nombreuses années. Ça, c'est un bon point. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de la part de l'État qui est de dire il y a eu un rôle du privé dans la déforestation. Si le cacao, si l'EVA ont été une cause de déforestation, c'est bien pour des intérêts privés. Maintenant, il faut parvenir à mettre en place un cadre dans lequel le secteur privé va pouvoir agir. Il y a aussi quelque chose de très intéressant en droit ivoirien, c'est qu'on a des forêts classées, donc on a des territoires juridiques qui sont parfaitement identifiés, avec des statuts qui sont très précis. Donc on sait que là, on peut agir, et c'est là où la stratégie et la politique mise en place ont été pragmatiques. Parfois, c'est extrêmement dégradé, parfois, c'est peu dégradé, et donc il y a des ajustements qui ont été mis en place. Et il y a une proposition aussi qui a été faite par le ministère, c'est ce qu'on appelle les CAFAD, les conventions d'agroforesterie durable. Et c'est là justement où on attend encore donc les derniers efforts en termes de travail. Et c'est là où il faut que l'État parle avec le privé, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il faut que le privé aussi dise voilà de quoi j'ai besoin, il me faut des lois, il me faut des textes, il me faut des territoires, il me faut des outils, etc. Et donc je pense que lorsqu'on aura maintenant ces fameuses CAFAD, ces fameuses conventions qui vont se mettre en place, on assistera à une forme de délégation du service public, à un partenariat public-privé entre l'État et le secteur privé pour arriver à reconstruire le couvert forestier avec certains intérêts qui sont à la fois agricoles et des intérêts forestiers. Alors, qui est-ce qu'on retrouve dans ce PPP, dans ce partenariat public-privé, dans ce dialogue permanent? On retrouve toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le secteur privé, les chocolatiers, les industriels du chocolat, les forestiers, d'autres entreprises privées qui sont dans le monde agricole. Et aussi, nous avons une observation indépendante. Les ONG, parce que nous voulons la transparence dans tout ce que nous faisons. Donc nous avons des ONG qui ont la capacité de faire une observation qui est indépendante, donc ils peuvent nous critiquer. Nous avons instauré au sein du ministère des Eaux et Forêts une bonne gouvernance, c'est-à-dire que nous voulons être notés sur le risque de notre secteur et sur la gouvernance dans notre secteur. Donc nous avons fait cela. Et comme l'a dit Cédric tout à l'heure, la mise en place des conventions va vraiment faire démarrer tout ceci. Et nous y sommes presque. Les textes sont déjà prêts. Il faut que le gouvernement les prenne. Et, au niveau général d'abord. Et ensuite, au niveau particulier, des entreprises ont déjà émis le vœu donc, de participer à cette politique-là. Donc nous sommes en train de préparer les conventions d'aménagement déjà pour qu'elles puissent être prêtes dès que les textes sont pris au niveau gouvernemental. Donc c'est une politique qui est vraiment pragmatique et qui donne des résultats. Oui, oui. Tenable. Elle est tenable, oui. En 10 ans. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Il y a la pub. Juste après la pub, on vous dira merci d'être passé par la télé d'ici. C'est une tradition. Il y a une autre tradition aussi, c'est qu'on vous dira de conclure cette émission. Vous avez la possibilité de vous adresser aux Ivoiriens. Vous le ferez, on l'espère. On croise les doigts, on regarde Dieu en 45 secondes. En combien? 45 secondes, ok. Allons à la pub. Cette télé d'ici consacrée essentiellement à la question, à la problématique de la déforestation. On en a parlé avec le ministre en charge des eaux et forêts. On va conclure tout à l'heure avec lui. Juste peut-être arracher quelques mots à Cédric Lombardo qui parlait des différents modèles économiques en la matière. Ah oui, absolument, parce que
Il y a un temps politique, il y a un temps économique. En quelques années, on a vu que le politique a fait, en matière de travail sur les forêts, une accélération qui est extrêmement intéressante. Maintenant, on veut passer le relais au secteur privé. Donc ici, si on regarde bien la richesse de l'économie en Côte d'Ivoire, on voit quelques entreprises, par exemple, qui savent très bien faire du bois certifié OLB, origine, légalité du bois. C'est-à-dire qu'un tronc d'arbre est géolocalisé, on sait exactement d'où est-ce qu'il vient. On a besoin de multiplier ce type d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait d'entreprises qui savent faire du charbon sans utiliser du bois de forêt. On avait pris l'exemple de Nawa Bioénergie. Bon, c'est bien la preuve que ça existe, qu'il y a des modèles économiques, il faut diffuser ce genre de choses. Donc, il faut regarder ce que nous avons dans toutes les bonnes pratiques de l'économie forestière en Côte d'Ivoire, pas simplement faire pousser du bois et le couper, tout cet écosystème économique. Qu'est-ce qu'on peut identifier, qu'est-ce qu'on peut diffuser de telle sorte que justement le secteur économique soit beaucoup plus rapide. Si on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire, regardez ce qu'il faut faire, voici les itinéraires de mise en place, et puis vous pouvez le faire. Maintenant, il faut savoir agir sur les opérateurs économiques, mais il faut aussi agir sur l'opérateur économique qu'est le planteur. Si vous regardez le succès de la Côte d'Ivoire, on avait la SATMASI pour le cacao, le café, on avait la CIDT pour le coton, pour répartir un petit peu nord-sud. Et malheureusement, ce sont des entreprises que nous avons perdues, les fameux plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale, etc. Or, si la Côte d'Ivoire est devenue numéro 1 mondial, en cacao et en d'autres choses, c'est bien que le planteur sait ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui aussi, savoir enseigner aux planteurs ces nouvelles pratiques agricoles. On a appris le cacao plein soleil. Aujourd'hui, comment faire du cacao avec de l'ombrage? Qu'est-ce qu'on doit associer avec les différentes plantations, etc. Donc si on apprend aux opérateurs économiques à travailler, si on apprend aux planteurs de nouvelles stratégies pour travailler, on a beaucoup plus de chances, en partant du point de vue que si je gagne de l'argent, je vais faire. C'est cela. Apprenons. Ce que relevait donc le ministre Alain Richard d'envoyer d'entrée d'émission. Vous avez l'insigne honneur de conclure cette émission. Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion qui nous a été donnée de parler de la forêt. La forêt est en danger en Côte d'Ivoire et il ne faut pas que la population et les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pensent qu'il n'y a que le gouvernement qui va lutter contre la déforestation. Il s'agit de notre patrimoine, du patrimoine qui nous a été donné par nos parents, du patrimoine que nous devons laisser à nos enfants. Il faut que nous soyons tous des protecteurs de la forêt. Et pour cela, il faut participer grandement à la journée 50 millions d'arbres, un jour 50 millions d'arbres, en plantant des arbres, partout où on se trouve en Côte d'Ivoire. Faites rarissime tous les intervenants, sociétés civiles, associations de consommateurs qui sont passés sur ce plateau. Chaque fois qu'il était question de parler d'eau et forêt, ils ont salué l'action de votre ministère. C'est tout à votre honneur. Merci. Je me devais de le souligner. Alain Richard d'Envoyer, merci d'être passé par la télé d'ici. Cédric Lombardo, merci d'être passé. Merci encore à vous. Niaouré, le 17 juin? Oui, le 17 juin, voilà, on est prêt. Avec les cercueils. Bien sûr, on va dasser tout. Mais je veux féliciter le gouvernement pour le travail qu'il faut, pour la sécurité des affaires de Facebook. Là. Mais à Dourissa, il n'a qu'à se penser plus. Affaire de fake news, là, c'est dangereux. Quand tu causes avec un fille sur Facebook, son photo qu'il a mis, c'est noir. Mais le jour des rencontres, il a créé. Ça, c'est un grand fake news. Ah, d'accord. On a bien voir ça. Voilà. Merci pour ce conseil, Niaouré. Merci beaucoup. Lindsay, merci. À demain. Pierre, merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de ITA de Yopougon et les élèves du collège La Rose de Yopougon qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On va refermer cette émission comme il est de tradition avec de l'émotion, avec de la voix, avec de la musique, avec de l'instrumentation, donc de l'orchestration. La Tibène, l'orchestre résident, est maintenant live sur la scène de la télédition. On se retrouve demain pour la version porte du week-end de la télé d'ici. Take care. La la, you're beautiful. Oh yeah, la 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 la. You're beautiful. Whoa, ma, there is no one like you. There is no one like you. History of my heart, what you ready let go. My mind for your tree. That is why I love you. History of my heart, what you ready let. My mind for your tree. That is why I love you. La 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 la.
you're beautiful. Oh yeah. La 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 la. Oh, you're beautiful. Eba mi kila fu mama mi. Oh bisharile oh. Kosila eba mi kila fu mama mi. Oh bisharile oh. Half a poop on le baby,
Nga encore nous les tios, nga encore nous bois les ya. Tu vois je viens ma cambio. Nga encore nous les tios. Tu vois je viens ma cambio. Nga encore nous les tios, encore nous bois les ya. Tu vois je viens ma cambio. On y va ça. Hey, comme ça, comme ça. Hey, comme ça. Hey, 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 hey. Nga encore moulé chio, nga encore mon poilé ya. Tu veux très bien ma cambio. Nga encore moulé chio. Tu veux très bien ma cambio. Nga encore moulé chio. Encore mon poilé ya. Tu veux très bien ma cambio. Nga encore moulé chio. Tu veux très bien ma cambio. Merci. La T-Band, merci d'applaudir. Daphné, Andy, Enoch, Kevin, Vivien, Geoffroy.